Allez, je lance le générique. Would you like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour tout le monde. Bonjour le Charlie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit, le numéro 5, que nous avons le plaisir de faire en live. Ouais, je suis Julien et avec moi, pour parler whisky pendant 50 minutes, j'ai à ma gauche Émeric. Bonjour, bonsoir. Tu vas bien? Ouais, ça va très très bien. Cool. J'ai Hugo. Bonjour, je suis un peu ému, excusez-moi. Hugo, il s'est fait beau, il a mis une belle chemise. Je regrette, vraiment profondément. Ouais, il fait déjà 35 degrés dans la salle. Et nous avons un invité, nous avons Arsène. Bonsoir. Arsène a son fan club. Arsène est souvent ici. Ah. Un peu trop. Est-ce que c'est ton premier podcast, Arsène? C'est tout à fait mon premier podcast. Cool. Alors, on a une tradition dans cette émission, c'est que quand on a une première personne qui vient, enfin une personne qui vient pour la première fois, elle doit nous raconter sa première fois avec le whisky. Donc, il y en a une bonne et une mauvaise. Ouais, c'est moche. Alors, la première fois, deux souvenirs. Il y en a peut-être eu avant, mais deux souvenirs, c'était quand même assez affreux parce que j'habitais dans la Sarthe, dans un petit bled qui s'appelait Saint-Côme-en-Véret. Et autant vous dire que l'ennui nous a poussés quand même tous assez jeunes vers l'alcool. Notre seule vraiment activité, c'était d'aller au skatepark, qui était très proche et du Intermarché et du collège. Et moi, j'ai très vite mesuré 1m74, donc j'étais le préposé à l'achat de l'alcool, en général. Et on en a assez vite eu marre de la bière, et on a découvert un truc qui s'appelait le spiritueux. C'est un truc génial, la marque, c'était le spiritueux. C'est pire que la marque Pouce. C'est pire, effectivement, l'étiquette était blanche, avec Alcool. marqué le spiritueux. Et ce qui était pas mal, c'est que c'était du whisky coupé à l'eau, du whisky à 24 degrés. À l'horreur. Voilà. Et il faut imaginer que c'était pas du bon whisky à la base, j'imagine. Et la première fois, on en avait acheté 2 bouteilles, on était 3. C'était des bouteilles de 50 centilitres. Elles ont fait 1 heure, il faisait 30 degrés. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Ce qui était génial, c'est qu'on a perdu un copain et que sa mère cherchait des heures durant et qu'elle a retrouvé en train de errer dans le village. C'est absolument sous. Voilà, ça c'était la mauvaise. Moi je suis rentré en vélo, je suis tombé dans une descente, je me suis écorché les genoux, les coudes, et je suis rentré voir mes parents qui ont très vite compris le schmilblick. Un mercredi après-midi, quoi. Un mercredi après-midi, comme les autres. Ouais, est-ce que tu en as une bonne? Alors j'en ai une bonne, ouais, et ça c'était vraiment pas mal d'années plus tard. J'ai arrêté de boire du whisky pendant pas mal d'années après celle-ci. Et c'était plus tard, et c'était un alcool que du coup j'avais pas vraiment connu, enfin, le whisky à 40 degrés. Et j'ai eu de la chance parce que le premier whisky que j'ai goûté, c'était un bon whisky. Et de mémoire, c'était un whisky irlandais, c'était un Islay, un whisky très clair, très fort. Et on en avait bu très peu, parce qu'on en avait assez peu. Du coup, ça s'était très bien passé. Et voilà, c'était la soirée en tout cas qui a lancé le goût que j'ai commencé à avoir pour le whisky après ça. Okay. Parce que maintenant, tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui appréciait le whisky. Ouais, j'apprécie beaucoup le whisky. Je suis barman maintenant depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que c'est un des alcools avec lequel j'ai eu le meilleur rapport assez rapidement. Et c'est un alcool assez sauvage. Il y a énormément de variétés et surtout c'est un alcool qui va dépendre beaucoup de la façon dont il est stocké et dont il est gardé. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai pas mal d'intérêt pour le bois. Et le bois, c'est vraiment finalement la seule vraie. C'est ce qui va vraiment donner son caractère au whisky. Ça va être le bois dont est fait le fût, dans lequel il est stocké. C'est beau, hein. C'est magnifique. On y va? Ouais. Alors, est-ce que vous avez des whiskies ou des alcools que vous avez bu ces dernières semaines et que vous souhaiteriez recommander? Hugo? Oui, alors en tant que fan d'alcoolémie, j'en ai plusieurs qui ne sont pas du whisky d'ailleurs, parce que je suis souvent hors sujet. Alors le premier, c'est la page 24, Barley Wine Whisky Barrel. Alors c'est une bière faite dans le Nord par la brasserie Saint-Germain, donc chez moi. Et c'est vieilli 6 mois en fût de whisky.
C'est une bière qui titre à 10,9 degrés et qui est vraiment à déguster dans des verres à vin ou ce genre de choses. Et c'est vraiment très très bon. Donc pour les amateurs de bière et les amateurs de whisky, c'est vraiment assez fabuleux. Et 19, c'est pas trop alcooleux. Enfin, Si, la c'est force un alcoolique peu est pas résineux, un peu forte, ouais. c'est assez sucré forcément, c'est un peu résineux, c'est pour ça que c'est à déguster en petite quantité parce que c'est vite écœurant quand même. Ok. Mais c'est voilà, je conseille à une canette de 33 centilitres à 3 personnes, c'est bien quoi. Ah ouais. Ok. Parce que sinon, moi ça m'écœure vite, mais c'est rare comme produit. Mine de rien, on en a assez peu en France. Et je suis un peu fier quand même que ce soit des gens du Nord qui le fassent, quoi. Mais voilà, et ils ont toute une gamme avec du Bourbon, avec du vin, du Bourgogne. Ils ont vraiment une Ouais, gamme. ils expérimentent pas Ouais, mal c'est de ça. choses, quoi. Ouais, c'est cool. Et c'est pas mal, et c'est assez abordable. On est à moins de 5 euros la bouteille de 33 centilitres, donc je trouve ça bien. Voilà. Emric. Alors moi j'ai une anti-reco. Il y a Jack Daniels qui a lancé ces espèces de boissons style Smirnoff Ice mais avec du Jack Daniels dedans. Restez loin de ça. Oula. Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait le Hellfest et qui ont pu en boire. C'était un truc qui était disponible. Ouais, c'est comme de la Smirnoff Ice. C'est vraiment un truc, une tentative d'appâter les jeunes vers l'alcool. Et Ils n'ont pas accès aux spiritueux. Voilà. C'est la bonne gueule de bois après, quoi. Ouais, et puis c'est même pas bon, c'est hyper sucré. Enfin, un whisky Coca, ça vous fera la même chose, quoi. Et ce sera moins cher. Ok. Moi, j'en ai goûté un en vacances, un Oban, je pense qu'on dit Oban, un 14 ans. Donc c'est un single malt qui est un peu fort en nez, mais après il passe très bien en fait en bouche. Et je connaissais pas. Il me semble que c'est irlandais, si je dis pas de conneries. Et je vous le recommande. Arsène, t'en as un ou pas? Ouais, moi, la découverte de ces derniers mois, c'est bizarre que je sois passé à côté pendant autant de temps. Moi, ça a été la Chartreuse verte, qui a été la grosse découverte de ces dernières années, pour plein de raisons. C'est un alcool non seulement, qui est un des alcools les plus naturels produits en France, en tout cas en liqueur. C'est assez fort, ça, à 55 degrés. À côté de ça, c'est 130 plantes, racines et herbes, voilà, qui sont macérées pendant, en général, vraiment pas mal d'années. Et c'est surtout que c'est une recette millénaire. Donc les pères Chartreux ont lancé cette recette en 1519. Pour l'origine approximative, en tout cas, elle serait en 1519. Et voilà, c'est un alcool assez génial. Il y a eu énormément de dérivés, dont l'élixir des pères Chartreux, qui est un élixir à 70 degrés, qui sert à soigner les dents, entre autres. Ah ouais, ouais. En les faisant tomber? Non, en imbibant une goutte d'élixir Chartreux sur une boule de Watt, que tu colles sur la dent. Et ça soulage. Et ça soulage énormément, ça marche très bien. Cool. Ça tue tous les microbes au passage. Voilà, c'est clairement un médicament. Alors moi j'en ai une autre, si j'ai le droit. Alors c'est pareil, pas un whisky, hein. On n'est pas là pour ça. C'est un rhum, mais que je recommande à tous les amateurs de whisky, parce que j'ai beaucoup de mal avec le rhum qui n'est pas le rhum pur, parce que je trouve ça toujours très sucré, voilà. Et j'ai goûté et du coup acheté la bouteille de Chamarel. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais c'est un whisky un rhum de l'île Maurice, vieilli 4 ans, qui est l'alcool le plus sec que j'ai bu de ma vie. Ah ouais. C'est incroyable. Ça titre à 58 degrés. C'est un truc. Tu prends costaud, 2 centilitres, ça suffit. Mais ça reste sur la langue vraiment pendant 15 minutes. C'est incroyable. C'est un peu cher. C'est 70 € la bouteille. Mais j'ai jamais bu. Il y a la maison du whisky qui le fait goûter gratuitement. D'accord. Ça vaut le coup. Juste, à la limite, vous goûtez juste là-bas. Et c'est un brut de fût. Il n'y a que 2000 bouteilles, je crois, dans le monde. Et c'est vraiment incroyable si vous avez l'occasion de le goûter. J'ai vraiment craqué. Ok. On note. Alors, on va vous parler de quelques actus autour du whisky avant de passer au plat principal. La première, je ne connaissais pas, mais il y a un salon du whisky à Paris qui se tient début octobre. Donc, c'est à la Villette, c'est entre le 5 et le 7 octobre de cette année. Le samedi et le dimanche, c'est ouvert au public. Il y aura 150 marques, plus de 1000 références de whisky. Il y aura un atelier rhum aussi. Ils ont inclus le rhum dans leur événement. Par contre, c'est pas donné, c'est autour de 60 balles l'entrée pour une journée. Il y a intérêt à avoir pas mal de dégustations à ce prix-là quand même. Je pense que tu as des dégustations et tu as un petit verre collector qui est fourni. Sinon, il faut se trouver un boulot dans un bar tout de suite, maintenant, pour avoir les places. Deuxième actu, il y a Pernod Ricard qui va investir en Chine pour créer une distillerie et faire un single malt chinois. Donc du coup, je me suis renseigné parce que j'ai pas vu passer beaucoup de whisky chinois dans les boutiques que je fréquente pour ma propre collection.
Et j'ai découvert, il y a une marque taïwanaise. Alors Taïwan, après politiquement, c'est un peu compliqué avec la Chine, mais elle est considérée comme chinoise pour les whiskies. Et il y a une marque donc, qui s'appelle Kavalan et qui a déjà remporté des prix en fait. Ouais, qui est assez connu quand même. Ouais, c'est une bouteille bleue, assez jolie. Voilà. Et donc Pernod veut faire son propre alcool chinois là-bas pour essayer d'en vendre un peu. Mais c'est déjà eux qui sont leaders en Chine. J'ai vu ça du coup avec Chivas. Aberlour, avec Chivas. Et en fait, ils ont fait un Chivas 12 ans extra. Okay. Je sais pas ce qui est extra dedans, mais c'est extra. Et exprès pour le marché chinois. Okay. C'est vraiment fait pour le marché chinois et ils sont premiers sur place. Et je pense qu'ils essayent de justement créer un truc sur place pour éviter les taxes d'importation. C'est possible. Énormes. Aussi, ouais. Et pour appâter un peu alors ça s'appelle les Yuppies, j'ai vu ça aussi dans l'article. C'est les young, en gros classe moyenne, jeunes, de la thune en ville. Et voilà, donc ils achètent pas mal apparemment de whisky d'importation et ils se disent que en fait tu peux toucher plus de gens si tu évites justement ces je crois 20 ou 25% de taxes. Et pour l'anecdote, ils ont tellement de thunes là-bas qu'ils ont fait un clip pour le Chivas réalisé par Wong Kar-wai. Ok. Wow. Donc voilà, tout ça pour du whisky. Donc vraiment, je pense qu'ils investissent pas mal. Ah, faudra qu'on le mette dans la description de l'épisode. Ouais. Alors, combien vaut votre collection de whisky, messieurs C'est dur, vu ce qui reste, 17,63 €, je pense. Je crois qu'il me reste un fond de JB. Éventé. Ouais, non. Tout cumulé, moi, ça doit pas dépasser les 200 balles. Neuf, vu que les bouteilles sont entamées, ça doit plus valoir ça. Ok. Il y a un mec qui met en vente sa collection de whisky. Il y en a 467. Pas mal. Et elle a été estimée à 4,9 millions d'euros. C'est pas mal, déjà. Elle sera en vente le mois prochain à Londres, si vous avez un peu d'argent à investir. Dans le lot, il y a un whisky de 1926, un Macallan. Donc toutes les bouteilles n'ont jamais été ouvertes. Cette bouteille juste de 1926, elle vaut un demi-million d'euros. C'est mon anniversaire le 21, si vous voulez. On va lancer un litchi. Alors le propriétaire a déclaré « J'ai commencé cette collection et j'ai réalisé que si j'y investissais du temps et de la minutie dans ma sélection, je pourrais mettre en place quelque chose de significatif et d'unique. Après 2 décennies, donc 20 ans, je pense que nous sommes arrivés au point où cette collection est en effet unique. Ayant chéri ces bouteilles, je suis maintenant prêt pour les partager avec d'autres collectionneurs autour du monde. » Il a bien raison, mais c'est ça. Il faut de la minutie, du goût et énormément de thunes, je pense. Ouais, quand même. C'est les 3 ingrédients qu'il faut. Et sachez que le whisky est un très bon produit d'investissement. J'ai découvert l'indice Whisky Apex 100, qui est l'indice qui surveille la valeur des 100 whiskies les plus chers au monde. En un an, il a pris 10%. Wow. Et ça fait 10 ans qu'il prend 10%. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un produit qui est de plus en plus prisé par les gens qui veulent investir, au même titre que le vin. Et pour comparaison, j'ai regardé la volatilité des vins Bourgogne, Bordeaux et Rhône. Le Bourgogne a pris 17%, le Bordeaux a perdu 1% et le Rhône a pris 7%. Mais c'est vraiment un esprit de collectionneur. C'est ça le truc, c'est d'acheter des bouteilles où tu sais qu'elles sont vraiment très bonnes et de ne jamais les ouvrir. Enfin, c'est un truc c'est dur. Que je comprends, mais que je pourrais pas. J'ai pas la force morale pour faire ça, ni l'argent. Ouais. Voilà. Il les a peut-être achetés en double. Ouais. C'est ce que je me dis. Ouais. Donc il faut 2 fois plus de thunes. Ah, c'est ça. Je note, j'en parlerai à ma conseillère au Crédit Agricole. Alors, autre actu Trump. Alors, oui, les whiskies américains voient leur vente chuter en Europe, donc de 20% en un an. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a mis une taxe sur tout ce qui est produit d'importation eau de vie venant des États-Unis à 25% en un an. C'est pour ça que certains alcools ont augmenté leur prix. Et donc, ça, c'est une réponse de l'Union européenne à Trump qui a fait la même chose de son côté. Et en fait, les distilleries américaines commencent à bien faire la gueule à cause de ça. Pour ce qu'ils exportent, je vais faire mon rageux, mais honnêtement, le bourbon, c'est comme des whisky, mais en moins bon, quoi. Je suis là pour dénoncer, moi. Je suis sûr qu'il y a des petits trucs qu'on connaît pas trop, qui sont plutôt... Ouais. On connaît en gros que le Jack Daniels et d'autres trucs. Ouais, non, il y a plein de trucs. Patrice de Binous USA qui vit à la Nouvelle-Orléans, il va parfois dans des bars où il y a des cartes de bourbon qui font 2 pages à 4 recto verso écrit tout petit, quoi. Et justement, je serais curieux d'en goûter des bons.
vraiment. J'ai pas l'occasion et Ben, si tu veux, tu as quelques références vraiment intéressantes dans un pub irlandais, Hôtel de Ville, qui propose des références de bourbon américain, mais aussi du monde entier, dont un bourbon indien qui est absolument incroyable, qui est un bourbon extrêmement épicé. Et voilà, et le bourbon, on s'en fait une idée d'un whisky en plus liquoreux, et souvent du coup avec des assemblages, ce qui n'est pas le cas. C'est toujours encore une histoire de fût. Le bourbon, c'est des fûts résineux, ce qui va donner beaucoup plus de rhum, beaucoup plus de sirupeux. Et voilà, il y a des très très bons bourbons, pas trop sucrés et très épicés. Je sais ce que je fais ce soir. Et ben voilà. Il ferme à quelle heure ce bar? À 2h. Ok. Vous avez le temps. On prend note. Alors, toujours en politique, maintenant on va parler du Brexit, parce que le Brexit, ça a aussi un impact sur le whisky, puisque l'Écosse a très peur pour ses exportations et est en train d'étudier d'ouvrir une liaison commerciale avec les Pays-Bas. Donc en fait, ils utiliseraient des ferries de transport de personnes pour passer de l'alcool aussi en Europe. C'est une vraie actu, quoi. Et je trouve ça assez marrant. Ouais, l'Écosse, ça m'embête vraiment, parce que j'aime vraiment bien leur whisky. Ça m'embêterait de me taper un petit 15% de taxe moyen. Dernière actu, c'est une reco podcast. Il y a Les Échos qui font un podcast qui s'appelle La Story, qui est en fait un article des Échos qui est repris un peu en audio. Et ils en ont fait un cet été qui était dans une série d'été qui s'appelle Rêve et folie de milliardaires, qui est sur un des héritiers de la famille Jameson. Donc Jameson, c'est un des whiskies irlandais les plus connus au monde. Et en fait, ce mec-là, donc c'est en 1888, ça raconte une histoire assez sordide. Il aimait pas le whisky. Lui, ce qu'il aimait, c'était faire des expéditions en Afrique et faire des dessins, faire des croquis. Et il a été dans une tribu cannibale au Congo belge et il a donné une petite fille à manger aux cannibales pour pouvoir croquer le festin. Oh. Voilà. Il est mort 2 ans après de grippe là-bas. Mais le truc est assez sordide. Alors, il est venu avec la fille? Non, il en a acheté une sur place. Ah oui, d'accord. Non, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je ne savais pas que ça se faisait. non, mais ces gens-là avaient des problèmes. Voilà pour les actus. Alors maintenant, on va pouvoir passer au plat de résistance, qui est une bouteille de whisky japonais. Alors, pour information, si ce whisky plaît, il pourrait finir à la carte du Charlie. Et vous, public, allez être... vous allez interagir avec nous puisque vous allez pouvoir le goûter aussi. Donc ce whisky, lequel est-ce? C'est un Kirin. Alors je ne sais pas si Kirin, c'est un nom qui vous dit quelque chose à vous. Pardon? C'est une girafe. Peut-être. Ouais, je te crois. Et c'est aussi une bière, en fait. C'est une des marques de bière asiatiques les plus connues. Mais ils se sont mis à faire du whisky. Alors, en 72, ils ont ouvert une distillerie à côté du mont Fuji en s'associant avec d'autres marques de spiritueux. Donc, ils sont associés avec des Canadiens de Seagram's, avec des Écossais de Chivas et avec la distillerie américaine Four Roses qui fait ce bourbon qui n'est pas très beau. Et ils ont construit une distillerie au pied du mont Fuji. Pourquoi? Parce que c'était un des endroits les plus en altitude au Japon pour pouvoir reproduire les conditions météorologiques de l'Écosse et ainsi avoir à peu près le même processus de maturation de leur whisky en fût. Donc c'est toujours froid et sec, si je me souviens bien. Exactement. Pour garder les fûts. Exactement, parce que plus il fait froid et sec, et moins l'alcool s'évapore. Et donc plus il garde sa teneur en alcool, mais il perd sa force alcoolique. Alors que si tu fais ta distillerie dans le désert, et tout va s'évaporer et tu n'auras plus d'alcool, mais tu n'auras que le goût de l'alcool, donc ce sera de la merde. Et donc ils ont fait ça, et ils ont utilisé l'eau du mont Fuji comme eau de source pour le whisky, donc c'est quand même une eau assez pure. Et en 2002, Kirin, qui faisait pas de whisky, a racheté la distillerie et s'est mis à faire son whisky à lui là-dedans. C'est aujourd'hui la distillerie la plus grande du monde, elle fait 500 000 m² et elle produit 12 millions de litres de whisky par an, ce qui est plus gros que n'importe quelle distillerie dans le monde. C'est pas mal. Alors ça, c'est un whisky qui est un assemblage de 2 single malt et 3 blends. Alors le single malt, est-ce qu'un de vous peut expliquer ce que c'est? Est-ce que vous avez la définition? Est-ce que vous voulez que je la donne? Donne-la, ce sera plus précis que ce que je donnerai. Donc le single malt, en fait, c'est quand vous avez un whisky qui est fait avec une céréale maltée, qui est généralement de l'orge, et que avec cette céréale. Voilà. Et donc dans cette bouteille, vous aurez
des whiskies de différents âges, mais toujours avec la même céréale. Donc on a le single malt, on a le single grain, qui est la même chose qu'on voit plutôt aux États-Unis, et là qui est fait à base de céréales qui sont non maltées. Donc ça peut être le maïs, le seigle ou le blé. Et après vous avez encore au-dessus le single cask, qui est là quand c'est fait avec la bouteille provient d'un seul et même fût. Et ça c'est très très rare en fait, parce que même les single malt sont souvent des assemblages d'alcool. De différents fûts. Et à ne pas confondre, je pense, avec le brut de fût, qui est, je pense, par définition un single cask, mais qui, en fait, le whisky qu'on va retirer directement du fût, ce qui est assez rare parce qu'au final, souvent, on va prendre ce qui sort du fût et le diluer avec de l'eau pour qu'il soit moins fort et un peu plus doux, parce que souvent, c'est un peu vénère, quoi. Et voilà, à pas confondre, mais les deux sont assez rares quand même. Hein. Le single cask, faut y aller. Hein. Alors, il est vieilli en fût de chêne blanc américain, ce qui est un peu la base. Plus de 90% des whiskies. Quand tu dis blanc, c'est juste bois en fait, qui le n'a pas servi à vieillir de l'alcool avant. Exactement. Okay. Ce qui lui donnerait des notes boisées caramélisées, donc on verra après. Il est à 50 degrés, donc ce qui est un peu plus grand que la normale. Okay. Et enfin, il est non filtré à froid. Alors, Émeric, peux-tu nous expliquer ce qu'est non filtré à froid ? Alors, non filtré à froid, c'est en fait, on n'a pas procédé au filtrage à basse température, entre 0 et moins 10 degrés. Donc, d'habitude, c'est fait pour éliminer le dépôt, c'est ça. Et donc là, on est sur un whisky qui n'a pas été filtré à basse température, mais plutôt au-dessus, quoi. Donc à température positive. Exactement. Ça ressemble un peu au collage au vin, en fait. Quand on colle le vin pour enlever les dépôts de raisin, c'est pareil. Et pourtant, quand on regarde la bouteille à la lumière, ça va, quoi. Il n'y a pas trop de dépôts. Et pour ceux qui suivent l'émission, c'est ce qui s'était passé avec l'Aberlour. Moi, j'avais une édition Unchill Featured. Et bon, apparemment, c'est meilleur. Bon, je ne sais pas. J'ai pas goûté normal. Alors, d'où vient-il ? Donc, je vous ai dit donc, de cette fameuse distillerie énorme. Et je pense qu'on peut passer à la dégustation. Alors, est-ce que dans le public, il y a des gens qui veulent le goûter avec nous ? Mais en contrepartie, ils devront dire ce qu'ils en pensent dans un micro. Ouais ? Donc là, c'est l'instant où il va falloir combler, les mecs. Faites une petite musique. La petite musique d'ascenseur. Il n'y a pas quelqu'un pour chanter du Céline Dion, un truc comme ça ? Un truc facile, quoi. On va les faire passer dans le public. La générosité de Julien qui remplit ses verres bien jusqu'au bord. Ouais. Alors, je vais vous en faire passer à vous, comme ça vous allez déjà pouvoir faire le nez. Oui, on va pouvoir en parler. Ah bah. Non, quand on déguste, il y a la vue, le nez et le goût. Alors, pour notre nouvel invité, vu qu'il faut combler, quel est ton whisky, le whisky qui t'a le plus marqué ? C'est assez dur à dire parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Pas forcément le préféré, mais moi, je crois que la première fois que j'ai goûté alors, moi, j'ai un gros amour pour Kao Lila, qui a plusieurs séries. Donc, il y a un Kao Lila qui est justement un assemblage de 2 blends, il me semble. Alors, je pourrais plus retrouver la référence. Je vais retrouver. Tu peux juste situer Kao Lila. Alors, Kao Lila, whisky écossais, c'est une grande maison de whisky écossais. Enfin, pas grande maison d'ailleurs, c'est une pas très grande maison d'ailleurs. C'est une assez petite distillerie qui sont très portées sur les whiskies tourbés, sur les whiskies fumés. C'est Lillet ou Speyside ? Voilà, c'est beaucoup de Lillet, hein, évidemment. C'est des whiskies très clairs à la vue. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins forts, au contraire. Voilà, c'est des whiskies très tourbés, très fumés. Mais en général avec une composition extrêmement lisible, très très long en bouche, un petit peu plus fort que la moyenne en général, parce que ça se situe autour de 46-48. Et c'est des whiskies impressionnants par la réalisation, des whiskies avec un équilibre. Pour moi, dans les whiskies tourbés, il peut y avoir des choses qui ne vont pas me plaire du tout. Pour moi, les Kao Lila sont en général des whiskies extrêmement équilibrés. C'était ma dernière, en tout cas ma dernière phase marquante, c'était avec du Kao Lila. Ok. Très belle référence. Alors, on a servi des gens. On vous a servi vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez au nez ? Qu'est-ce que vous sentez ? On commence pas par la vue, même si ça va être on peut compliqué passer avec par la l'éclairage vue, coloré. Alors, tout le monde met son avec verre à la lumière, lumière. c'est pas forcément facile. Il est assez clair quand même. C'est ça. La bouteille est trompeuse parce que en bouteille, il paraît bien foncé.
Le verre est peut-être plus épais. comme ouais. Ouais, il est assez clair. Hein. Et comme dans les petits verres, ils sont plus fins, il est plus clair que ce qui me semblait. Alors, au nez, est-ce que vous sentez des choses? À part de l'alcool, bien sûr. Ça sent l'Écosse? Mais ils utilisent pas justement des fûts d'Écosse? Non, c'est des fûts américains. Que des fûts américains? Mm. Ok. J'ai mal travaillé mes fiches. Alors, c'est étonnant, en tout cas, il y a un mélange de quelque chose d'assez herbal en même temps en étant assez sucré, qui peut faire un peu penser à des whiskies qui font penser à la fleur d'hibiscus ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'herbal, mais en même temps un peu caramélisé, en tout cas au nez. Ce qui est incroyable, c'est qu'on le retrouve pas du tout à la bouche. Ah, tu l'as déjà goûté et non, tu l'as pas? Même en trempant les lèvres. Disons qu'on perd en sucre, on gagne en bois. D'accord. Et pourtant, il est assez costaud. C'est vrai qu'à l'odeur, c'est très sucré. Hein, C'est très sucré, ouais, très liquoreux à l'odeur. Fruité et. Il y a Ah, est-ce quelque que vous chose trouvez comme qu'il y a une ça. odeur de Calvados? Alors, je viens du Plus Calvados. sucré, en beaucoup plus sucré, mais il y a quelque chose. Ouais, je pense que c'est le côté sucré fruité qui te fait penser à ça au Calva. Moi, j'ai profité d'avoir le nez un peu bouché pour prendre un bon sniff. Et effectivement, je confirme l'odeur un peu Calvados, un peu sucré, ouais. C'est l'aspect sucré qui fait ça. Alors dans le public, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on peut faire, je regarde, est-ce qu'on peut faire passer un micro? Hop. Allez-y. C'est vrai que on est sur. C'est bon? Ouais, c'est J'ai bon. un peu triché, je l'ai goûté aussi. Hein. J'ai pas réussi à me retenir. Alors, Je connais cette voix. qui es-tu? Je suis Manu. Je suis de Tartine Taille Culture et je viens goûter du whisky avec vous. Ouais, non, alors c'est con, hein, je pense que c'est peut-être aussi parce que tu as dit le rapport avec l'Écosse. Donc, moi, ça me rappelle un voyage en Écosse et les dégustations que j'ai fait sur place. Donc, je sens le truc, j'arrive pas à identifier quoi en fait. Mais c'est vrai que je suis assez surpris en fait de la différence entre le nez et vraiment le goût. Je m'attendais pas à quelque chose qui. On le sent après en gorge. On sent qu'il est quand même assez fort, quoi. Tu sens les 50 degrés? Ouais, un peu, ouais. Mais non, je le trouve assez agréable en fait. En bouche, il est quand même. Je trouve que le goût, j'arrive pas à identifier le truc. Je sais pas si c'est tourbé ou si c'est juste fumé. Je suis nul en vocabulaire, mais. Alors, en nez, d'après la fiche, Je sais pas. ça serait des notes de cacao, de marron glacé et de banane. D'accord. Avec tout ce qui est fruité floral qu'a déjà dit C'est ce que j'allais dire. Arsène et Hugo. Bien vu. Non, mais on est bon, on est bon. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son nez? Moi, justement, je vais dire que je trouve que ça sent un peu comme certains rhums. Justement, c'est très sucré au niveau de l'odeur. Et du coup, moi, ça me rappelle du rhum un peu sec. C'est pas pas du rhum du Rhône, mais ça a vraiment une odeur assez sucrée. Et du coup, ça donne envie de goûter. Moi qui suis pas un énorme fan de whisky sec, du coup, ça me donne envie de goûter. J'ai déjà fait, mais je donnerai ma... Ton goût après? Moi, c'est Benoît. Je suis Bonjour Benoît. un habitué de podcast et de qualité. Bonjour Benoît. Mon avis là-dessus, au niveau du nez, il est très fruité, comme on a dit, beaucoup de corps. Il me fait beaucoup penser à En fait, il m'a l'air d'être construit comme un Écossais, justement. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mimétisme dedans. Et il me fait beaucoup penser à un Oban 15 ans cuvée de printemps qui a été fait en édition spéciale en 2013. Ok, ça c'est précis. Hein. Très précis. Ouais, je sais. Et c'est parce que c'est Maintenant, faut faire goûter. Hein. Bouteille était disponible, mais alors vous le trouverez pas, il est introuvable, mais il me fait vraiment beaucoup penser à ça. Ma première sensation, ça m'a rappelé immédiatement ce whisky-là. Ok. Ouais. Et alors, moi, j'ai juste une remarque parce que, en fait, c'est un des premiers blends que je bois, de bons blends, parce que j'ai forcément commencé par des trucs, comme tu disais, coupés. Et en fait, j'ai vraiment un a priori, en fait, parce que c'est un peu le point de vue de mon père de dire oui, le single c'est meilleur, le blend c'est forcément moins bon. Et alors, j'aimerais bien l'avis de quelqu'un qui me connaît mieux que moi, visiblement, mais qui voilà, enfin. Pour m'expliquer en quoi ça peut être intéressant, parce que il y a forcément un mélange de goût, plus de complexité, mais est-ce que ça masque pas aussi en quelque sorte un peu les arômes de tous les whiskies qu'on a mélangés? Non, parce que le blend, c'est un assemblage qui a été très utilisé, parce qu'effectivement c'était facile d'assembler plusieurs mauvais whiskies pour essayer d'en créer un bon. Ouais.
Bon, ce qui est quand même évidemment une grosse connerie. Évidemment, tu mets. Au pire, tu peux en mettre un mauvais et des bons. Tu bouffes plein de trucs dégueulasses en même temps, on sera toujours dégueulasse à la fin. Mais le truc du blend, c'est qu'effectivement, c'est plus complexe à créer, à assembler et à imaginer, forcément, parce qu'il faut réussir à trouver des essences complémentaires. Ouais. Mais évidemment, les bons blends, il y en a beaucoup, et il y en a aussi surtout beaucoup au Japon. Il y a une référence en Nikka, d'ailleurs, le Coffee Grain, qui est un blend qui est excellent pour la gamme de prix. Il y a des très bons blends, mais on en trouve moins. Forcément, le single malt, c'est ce qu'on va trouver le plus, parce qu'en création, c'est quand même le plus facile. C'est plus simple, et on peut assez vite avoir une note franche. Ce qui est pour le blend, on peut vraiment chercher longtemps les différents étages de saveur, ce qui est plus compliqué forcément. On a une dernière personne qui peut nous dire son nez. Oui, bonjour. Moi, je suis pas très habituée au whisky, je suis très rhum. Et du coup, en sentant, comme plusieurs l'ont dit déjà, ça sent le rhum. Et comme tu l'as dit, Julien, moi, je sens surtout la banane. Enfin, je trouve que ça sent la banane et un peu le caramel qui a été dit aussi. C'est assez étonnant et j'ai hâte de le goûter, parce que j'ai pas triché, je l'ai pas encore goûté. Ah, c'est bien. Merci, Mini. Bon, bah, je propose de le goûter. Pour ceux qui en ont encore. Et moi, en japonais, j'avais goûté que le Nikka From the Barrel, assez connu, et le Taketsuru 21 ans, que j'ai eu l'occasion de goûter. Si un jour vous voyez passer la bouteille, que quelqu'un l'a ouverte, vous la prenez. Vous la volez, vous courez vite. Mais, parce que quand elle est sortie, elle n'était pas encore très chère. Maintenant, elle est très chère. Et c'était assez exceptionnel. Et c'est vrai que depuis, le japonais est assez surcoté en termes de prix. C'est-à-dire qu'on a tendance à payer plus cher pour ce que c'est, parce qu'il y a énormément de demandes, et du coup c'est rare de tomber sur un japonais justement qui vaut son prix et qui est vraiment agréable. Je trouve que c'est plus dur d'en trouver un très bon. Par définition, en plus, les Japonais, on ne trouve que des Japonais jeunes, parce qu'ils se sont fait évidemment dévaliser sur la production. Il y a eu très peu de whisky qui ont eu l'occasion de vieillir, parce que tout était vendu en général assez rapidement. Alors il y a quand même une référence en whisky japonais un peu vieux. Alors il y a le Takeshi 18 ans. Okay. Qui est une bouteille qui est non seulement magnifique à la vue, le whisky a une robe magnifique, mais c'est surtout, je pense, un des whiskies les plus complexes que j'ai jamais goûté. Complexe, ce qui n'est pas forcément bon comme adjectif. Là, dans ce cas-là, c'est un adjectif vraiment excessivement positif, parce que c'est un whisky très complexe dans la durée. Et et c'est un des rares whisky japonais qu'on peut encore trouver en vieux, alors à des prix exorbitants, évidemment. La bouteille, je pense, qu'est autour de 300 ou 350 €. Ouais, puis il faut la trouver, quoi. Enfin, et il faut la trouver. Moi, je me rappelle parce que c'est des très petites productions. Libiki 12 ans, qui a été Libiki a été une marque championne du monde il y a maintenant 4-5 ans. Bien sûr, ayant cette publicité, ça a augmenté énormément leur demande. Mais l'offre n'a pas augmenté. Ils ont dit, nous on sort, je sais pas, je vais dire une connerie, mais genre 80 000 bouteilles par an, et ben on va continuer à sortir 80 000 bouteilles par an. Ce qui fait qu'effectivement, le prix monte, puisque tout le monde... mais sauf qu'on reste sur une qualité constante, et qu'on n'a pas une distillerie qui cherche à en faire plus que ce qui est possible en termes de production, et donc de rogner sur certains aspects. Oui, c'est comme le Taketsuru 21 ans d'âge, de souvenir, à la sortie, il devait valoir entre 80 et 100 €, et maintenant il tape à plus de 400 € la bouteille. En toute logique. Et d'ailleurs, celui-ci, là, celui qu'on goûte, est stoppé à la production parce qu'il y a trop de demandes. Donc du coup, ils n'ont plus assez de fûts de leurs 5 alcools pour l'assembler. Alors ils sont en train d'en refaire un qui est sorti là, mais qui n'est pas au même prix. D'accord. Je l'ai vu qui est une trentaine d'euros plus cher. Donc, ok, celui-là il a 45. Voilà, donc je l'ai vu sur la maison du whisky, il s'appelle le Signature 50 degrés là, et il tape dans un solide 75 €. Donc c'est déjà un peu plus un budget quand même. Alors Aymeric, en bouche, t'en as pensé quoi? Je suis un peu comme les autres surpris de ne pas retrouver exactement ce qu'on a au nez. Je trouve qu'il a une bonne capacité à napper la langue. Il se répand bien sur la langue et protège un petit peu de l'attaque de l'alcool derrière, qui à 50 degrés ça pique. Ce qui permet d'avoir les saveurs qui se développent. Et donc je retrouve c'est ça, un peu du moelleux et puis après un peu de goût de caramel, mais pas trop le floral justement. Et par contre, c'est en fin de bouche, ce qui reste derrière. Il me semble qu'on dit souvent ce qui reste, c'est le bois, le fût. Et je suis un peu déçu par le fût parce que j'ai l'impression d'avoir un vieux bois un peu moisi en bouche. Et c'est dommage vu ce comme si on léchait une vieille planche de bois. C'est ça, ouais. C'est un peu dommage vu le début qui est vraiment très satisfaisant. Alors moi, c'est l'inverse. Ah ouais. En tant que
on est alignés. Hein. Ouais. Non, en fait, je suis d'accord avec toi sur le moelleux. Moi, c'est un truc qui me plaît moins. Le côté sucré, ça me bloque toujours un peu. Mais je trouve que justement, le final, il est juste un peu agressif de ce qu'il faut. C'est les 50 degrés qui reviennent, qui rappellent que c'est pas juste un truc un peu crémeux, sucré, et qui laisse un final sur la langue qui est un peu plus vénère, hein, sur des mots très techniques. Hein. Mais, et justement, après ça, une fois ce qui te reste en bouche, après la fin de l'attaque de... très vite, il n'y a plus rien. Ah oui, toi, t'as pas l'impression d'avoir un bout de bois collé sur... Non. non, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Moi, j'ai plus vite riant. Okay. C'est-à-dire que ça part vite, en fait. Ça s'évapore. Ouais. Arsène ? Moi, je le trouve très franc. Il est très agréable en première bouche. Très franc, il attaque ce qu'il faut. C'est clairement, on sent que moi, ce que je peux vraiment pas supporter dans les whiskies, c'est les whiskies qui n'attaquent pas, qui n'ont pas de première bouche franche. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont partir doucement, qu'ils vont peut-être un peu se développer, mais bon, en général, ça s'éteint vite. Effectivement, il est très franc. On perd beaucoup l'herbal, on perd beaucoup le floral, ce qui est pas forcément dérangeant parce que ça adoucit quand même pas mal la langue. Mais moi, je suis vraiment d'accord. Il est hyper court. Ouais. Il est très court. On va garder une sensation d'alcool. On va garder cette micro-anesthésie. Mais effectivement, tout ce qui va rester, ça va être un goût de contre... Enfin, je ne vais pas dire de contreplaqué. Mais effectivement, on n'a pas ce plaisir d'avoir un goût de cèdre ou d'avoir un goût d'un truc beaucoup plus Après, franc. c'est des fûts standards, quoi. C'est la même tête de là, quoi. Voilà, et surtout que ce qu'on appelle les bois blancs américains, en général, c'est des épicéas, c'est des bois qui sont pas très résineux, qui sont très secs, avec un fil très serré. En général, l'alcool vient pas vraiment attraper ces saveurs-là. C'est vieilli en fût de bois de table Ikea, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on a sur les murs là. Alors, personnellement, je suis d'accord avec vous, il attaque très franc. Il est très franc. Tu le sens passer quand même un peu dans ton œsophage. Ouais. Du moins la première gorgée. C'est ça qu'on veut. Hein. C'est pour ça qu'on boit du whisky, c'est pour quand même avoir des sensations. Après, je trouve qu'il est... ça me gêne pas en fait qu'il soit court. Je trouve qu'il est agréable parce que... Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas forcément dit, mais il fallait trouver... en fait, on est au Charlie où les 3 whiskies qu'il y a, c'est du JB, du Ballantines et un whisky très tourbé. Extrêmement tourbé, qui est le Lafrogue, d'ailleurs que je conseille si vous aimez le tourbé. Ah, tu m'avais pas dit que c'était du Lafrogue. Non, je me souvenais plus du nom. Je vais le boire après, tiens. Voilà. Et en fait, on m'a demandé de trouver un truc qui soit entre les deux, quoi. Ah bah c'est clairement là on va changer typiquement de classe de whisky. Ouais. Ça c'est sûr que ça peut convenir à beaucoup de personnes malgré qui découvrent le whisky. Ouais, tout à fait. Le tourbé c'est un peu vénère pour une première expérience. Le tourbé ça peut dégoûter à jamais. Ouais, c'est un peu l'équivalent de l'IPA à la bière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de spécial qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a assez peu de concessions. Dans le public, qu'en avez-vous pensé en bouche ? Vous avez le micro là. On parle de whisky. Benoît. Alors, moi je l'ai plutôt apprécié. Par contre, du coup, comme tu avais dit qu'il était fort, j'ai pris la peine de le garder en bouche assez longtemps et de prendre 2 gorgées avant de vraiment le déguster. C'est vrai qu'il laisse une brûlure assez persistante sur la langue. Mm-hmm. Mais il enrobe bien les papilles et il révèle pas mal de saveurs qui s'estompent très rapidement, comme vous l'avez dit. J'ai pas vraiment senti le boisé non plus. Par contre, du coup, en le gardant vraiment en milieu de langue, j'ai vraiment une note persistante de caramel et de banane, moi, personnellement. Le côté sucré, quoi. Un côté assez sucré, ouais. Donc, il est pas du tout désagréable, mais c'est vrai qu'il pourrait avoir plus de corps. Ouais. Ok. Alors, je vais te dire ce que dit la bouche, selon la fiche produit. Moelleuse, douce, crémeuse, et des saveurs de cerise et de pralin. Est-ce que quelqu'un a senti de la cerise ? On pourrait interpréter ça comme du pralin, peut-être, mais la cerise, la pas cerise, du tout. Non, d'accord. Ouais, non, pas de cerise. Je vais faire le débile encore, mais le pralin, c'est genre le praliné ? Enfin, c'est quoi le pralin ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est la praliné. C'est pas un mot un peu fancy pour dire que c'est sucré ? Ça passe mieux que de cerise et de sucre. Du caramel et de la praline. Des notes de caramel et de pralin. C'est super sucré, quoi.
Caramélisé, Ouais, c'est ça. le pralin, c'est du caramel avec de l'amande. Enfin, avec de la- Ah, il y a de la- l'amande avec quand de même, la- ok. avec de la noix, quoi. Ok. Ça peut être plein de choses. Ah, donc c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent. Vas-y. Et bah, pour le coup, c'est exactement ce que vous avez dit. Enfin, pareil, l'attaque. Mais moi, j'aime bien les deux, en fait. Mais par contre, effectivement, vu que je connais très mal le whisky, moi, ça me rappelle du rhum. Et du coup, c'est dans le bon sens du terme. Parce que je suis pas fan des whiskies très secs et presque salés. Je sais même pas si c'est tourbé ou... Non, iodé. Il y a Après, iodé, les ouais. whisky Voilà, iodés, les whiskies iodés, j'en ai goûté quelques-uns. Et c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout. Et du coup, ça se rapproche plus d'alcool un peu sucré, mais en même temps, ça reste assez sec derrière. Et justement, ça reste pas en bouche comme effectivement un rhum des fois qui peut être très sucré tout le long. Et je trouve ça plutôt appréciable. Je connaissais pas et je valide pour que ça soit sur la carte. Cool. On fera un vote à la fin. Non, après, il faut toujours remettre dans le contexte, c'est-à-dire que après la bouteille était à un prix, je trouve, abordable. Tu disais 45 €. 45 €, ouais. Donc c'est très très abordable voilà. pour la qualité. C'est ça. À ce prix-là, on a quand même des aber lourds plus ou moins bancals, Ouais. quoi. Banco, je ne sais pas. Enfin, après, c'est pas la même, c'est pas le même niveau de production, quoi. Non, mais voilà, je trouve que à ramener au prix d'achat et par rapport à ce que tu voulais, donc quelque chose de pas tourbé et tout, ça va. Enfin, je trouve qu'il est très honnête pour sa gamme de prix. Vas-y, Moi, je le trouve très surprenant entre ce qu'on sent et ce qu'on goûte, parce qu'il a un côté très rond et très sucré quand on le sent, et quand on le goûte, moi j'ai eu une demi-seconde de banane de sucre et après juste de la brûlure en fait. et au bout, et tu ravales ta salive 2 fois. Au et moins la il brûlure reste n'est pas plus venue rien. tout de suite. Au moins. Ouais, non, mais là j'ai l'estomac en feu, quoi, tout en train de s'auto-digérer à l'intérieur. Il est très bon, mais il arrache, quoi, Ouais. il attaque Et direct. ça, c'est une très chance qu'on a avec surprenant. le whisky, c'est que souvent le nez et la bouche, c'est deux trucs mais totalement différents, quoi. Alors, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est pas décevant du coup de pas retrouver en bouche ce qu'on sent au nez? Je sais Moi, pas j'aime bien le trop, côté surprise, mais. Ouais, et puis Ok. souvent pour des bonnes références, c'est assez lié. Enfin, disons que c'est deux choses qui peuvent s'associer assez rapidement. Si on est bien en phase avec ce qu'on sent et ce qu'on goûte. Oui, parce qu'il est très bon, hein, en Voilà. dehors de ça, et il est vraiment très agréable. Mais voilà, le whisky, ce qui est assez génial, c'est qu'en général, c'est vrai que toutes les notes de bois et toutes les notes du fût, on va les avoir beaucoup au nez, on va sentir, voilà, et puis on va avoir en même temps toutes ces petites références à des côtés plus fruités ou plus iodés ou plus tourbés. Et dès qu'on arrive en bouche, ça va être l'association de toutes ces petites sensations-là qui vont donner un équilibre et qui vont donner un petit tapis pour le palais. Mais ça dépend. Et alors du coup, la fiche dit note finale longue et douce avec de subtiles notes d'épices. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah ouais? Non. Alors, elle est pas très longue. Et alors, la douceur, ouais. Bah, les épices peut-être. Les épices en première bouche. C'est ça Ouais, qui fait ou, aussi la force. C'est pour ça aussi, c'est ce qui relève finalement le fait qu'on ressente beaucoup l'alcool et cette brûlure. C'est qu'il y a un truc un petit peu. Justement, juste quand la brûlure commence à s'estomper, je me dirais ok, ouais, les épices, pourquoi pas. Mais la longueur en bouche, pas trop. Non, puis même les épices dans le final. Non, c'est bon. pas Non, il y a un petit truc après la brûlure, mais j'aurais pas dit des épices, ouais. Là, je viens de Du le vieux goûter. bois. Ouais, du bois, ouais. Non, mais c'est Aggloméré, du bois. un bon aggloméré, ça fait le taf. Hein. 16 mm. Alors, avant de conclure, on doit voter pour savoir si on le met ou pas à la carte du bar. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Moi, je dirais oui. Hein. Je dis oui aussi, oui. Je rejoins l'idée que ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas le whisky et qui apprécient le rhum, par exemple. C'est, je pense, une bonne entrée en matière. On va écrire ça, je pense, sur l'ardoise. Whisky pour les gens qui ne connaissent pas et qui veulent apprécier le rhum. Bah, non, mais c'est un, Ouais, c'est non, un mais bon c'est argument. bon, Au c'est lieu, un bon de, slogan, au lieu ouais. de dire note florale et subtile d'épices, machin, ouais, tu dis, bah, honnêtement, c'est bien. Ça fait le Honnêtement, taf. je bois le même à la maison. Ouais, Franchement, c'est ça. C'est... ça passe. Bon, ben voilà, on va conclure. Merci Arsène d'être venu Avec plaisir. à l'emporter. Merci Hugo, merci Émeric. Merci. Bah, merci de l'invitation. Merci le public. Vous pouvez vous applaudir. Et du coup, bah, on va arrêter là et puis on va laisser la place à dans une minute à... Juste un doigt. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time.